Ne jetez pas de perles devant les pourceaux. La traduction jeter me paraît un peu contestable. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit, ne mettez pas de perles devant les pourceaux parce qu'ils pourraient les saccager. Jeter, ça veut dire qu'on leur donne à eux. Non. Il faut éviter que ce soit sur leur chemin. C'est la même chose. Cela dit, effectivement, tout ça c'est dans Matthieu au chapitre 7. On retrouve d'ailleurs dans Matthieu chapitre 7 à la fois l'image des pourceaux, mais aussi l'image de la paille et de la poutre. C'est une position un petit peu polémique qu'il a à ce moment-là, qu'on trouve à ce moment-là dans ce chapitre. Une sorte de déception devant des personnes qui vous attaquent et qui ne voient même pas leurs propres problèmes, ou qui ne profitent pas pleinement de ce que vous leur apportez. C'est un moment où c'est intéressant de lire ce genre de texte. Cela dit, parfois, c'est lorsque l'on se retire que l'on voit les traces que l'on a laissées. Comme vous savez, c'est le cas du Nil. Le Nil, la crue du Nil, c'était lorsqu'il se retirait qu'il y avait les bienfaits. Donc, il ne faut pas croire que l'absence ou le retrait signifie la disparition de l'influence. Bien au contraire, c'est lorsqu'il y a du retrait qu'on voit cette influence. Alors, je veux dire aussi quelques mots sur la question de la pédagogie. Visiblement, il y a eu une polémique entre plusieurs pédagogies possibles en France ces derniers temps. Ceux qui se sont plaints que l'on ne donnait pas aux élèves un bagage suffisamment consistant, et je dirais même opérationnel, se font une idée assez pauvre de notre humanité, qui n'est d'ailleurs pas forcément fausse d'ailleurs. Effectivement, les gens ont besoin d'outils, de bagages. Mais les gens d'en bas, j'entends. Et c'est pourquoi il est assez ironique de voir des intellectuels comme Natacha Polony, ou Alain Finkielkraut ou d'autres se plaindre de l'insuffisance des contenus de l'enseignement secondaire, primaire, même primaire. Comme s'il suffisait justement de dispenser des connaissances. Or, l'autre pédagogie est beaucoup plus élitique. Elle consiste toujours en partie à éveiller les facultés de réflexion et non pas de remplir les têtes. Selon la fameuse formule, mieux vaut une tête bien faite que bien pleine. Voilà encore un adage supplémentaire à cette petite vidéo. Je ne sais pas si on y trouve son équivalent dans les évangiles d'ailleurs. Et il faut bien comprendre que lorsque je parle du ish, de l'homme moyen et de l'outil, ce n'est pas seulement l'outil au sens d'un marteau ou d'une charrue, c'est aussi l'outil qui est le livre, c'est aussi l'outil qui est la partition, c'est aussi l'outil qui est le rôle à interpréter pour un comédien, que ce soit au cinéma ou au théâtre. C'est pareil, n'est-ce pas? L'autre jour, je parlais, je me suis mal exprimé peut-être,
ne s'agit pas uniquement d'un scanner ou d'un ordinateur pour dire qu'on est appareillé. Même quand on a un texte sous la main, on est appareillé. C'est pareil, c'est la même chose. C'est le même cas. Il faut avoir une idée très large de la notion d'outil. L'outil, en fin de compte, c'est tout ce que l'on reçoit de l'extérieur. Y compris, bien entendu, le livre. Bien entendu. Le chercheur, le penseur n'a pas besoin de ces outils. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin de lire, mais il n'en dépend pas de la même manière. Et pour terminer, je reprendrai cette parabole qui m'est propre du métro, du transport en commun. Il y a ceux qui ont besoin de se tenir à la barre. Quand vous filmez, quand vous regardez un wagon, vous voyez tout le monde accroché à la barre. Ou comme ça, coincé dans un coin comme ça. Et il y a aussi, en revanche, ceux qui sont capables de se tenir tout seuls. C'est amusant parce que le mot tenir va dans les deux sens. Je me tiens, ça peut vouloir dire je me tiens à quelque chose, mais ça peut vouloir dire aussi je me tiens tout seul. J'ai besoin de personne pour me tenir. Et j'ai pas besoin de me tenir à quoi que ce soit. Et il se tient debout. Donc, voilà encore les ambiguïtés du langage. Et l'autre jour, je disais que la poésie était d'essence populaire. D'ailleurs, on a de grands chansonniers, parce que la chanson c'est aussi la poésie, grands chansonniers qui, bon, d'ailleurs, on connaît les chansons de la Révolution, hein, la Carmagnole, ça ira, etc., la Marseillaise. Tout ça, ce sont des poèmes qui riment et qui sont entonnés collectivement. Oui. Et je disais l'autre jour, je répète, la poésie est populaire parce qu'elle considère que l'on comprend les mots qu'on utilise, qu'on n'a pas besoin de les définir, on n'a pas besoin de les repréciser. C'est le travail de l'intellectuel, de ne pas se laisser maîtriser par le mot et le sens de ce mot qui s'imposerait à lui. Le poète, lui, c'est un démagogue, il emploie des mots et les gens sont censés comprendre. Donc ça suppose que nous nous comprenons tous. Voilà, parce que nous avons un consensus ancien qui est là, et voilà. Et à ce sujet, justement, je reviens toujours sur ce que dit Finkielkraut, quand il parle de l'assimilation de ses parents juifs, polonais, etc., qui ont bien joué le rôle de l'intégration, etc. Oui, l'assimilation ne doit pas ici distinguer les mots. Là aussi, c'est un problème de formulation. On ne va pas dire tel mot veut dire ceci, tel mot veut dire cela. C'est une question de s'entendre dans un consensus nouveau et pas dans un consensus ancien. Et quand même, c'est assez étrange le discours de Finkielkraut est ambigu. Il est très ambigu, il est même contradictoire. Parce qu'il se veut intellectuel, un intellectuel, comme d'ailleurs on ferait. Et en fait, ce sont des gens qui sont marqués malgré tout par la base, par le bas de la société. Et donc finalement, ils ont plusieurs disques qui sortent en même temps. Le disque, il faut apprendre, il faut assimiler le consensus ancien
n'est-ce pas, celui qui est établi une fois pour toutes. Et puis en même temps, ils essaient de se présenter comme des penseurs qui réfléchissent, etc. Mais en réalité, ce sont des hommes de gauche et qui sont très conservateurs en fin de compte. Et d'ailleurs, si on les écoutait jusqu'au bout, l'intégration ne peut se faire que dans un monde conservateur. Parce que l'intégration ne peut se faire que si la société est très structurée, euh, très comme ça, assise sur un consensus. Voilà. Pour eux, c'est la condition sine qua non de la capacité d'une société d'intégrer, c'est d'être prisonnière de son propre consensus ancien. Et on demande, au lieu de proposer un nouveau consensus, ce qu'il pourrait faire, il pourrait élaborer un nouveau consensus, il revendique surtout que les gens acquièrent l'ancien consensus et se l'approprient. Tout ça est bien pathétique.